Aujourd'hui, nous poursuivons l'étude du béton. La fois passée, nous avons vu le béton frais. Nous avons étudié la technologie du béton frais, notamment une des caractéristiques les plus importantes qui est la fluidité, donc la consistance. À cette occasion, nous avons fabriqué 3 éprouvettes, 2 cylindres et un cube, qui ont donc eu le temps de faire prise. Le béton a eu le temps de faire prise et de durcir. Et donc maintenant, nous avons les éprouvettes que vous avez sur la table, que nous allons pouvoir tester. Alors l'essai le plus important dans le cadre de la technologie du béton durci, c'est l'essai de compression, parce que c'est l'essai qui va nous fournir les données qui vont nous permettre d'estimer la qualité du béton. L'essai de compression en soi est très simple. On prend un échantillon dont les faces sont bien planes et parallèles, on met dans une machine d'essai et on pousse, on écrase jusqu'à la charge de rupture. On obtient une charge de rupture en kN qu'on va diviser par la section, ce qui nous donnera une contrainte de rupture exprimée en mégapascal ou newton par millimètre carré. Après la petite présentation de cet essai de compression, nous irons faire les essais au laboratoire. Alors, au niveau de l'essai de compression, à quoi sert cet essai? Donc, il n'est pas fait uniquement pour le plaisir. Cet essai a un objectif. Alors, l'objectif, c'est de contrôler la qualité du béton. Et le contrôle de la qualité du béton peut se faire dans 2 situations différentes. Et dans ces 2 situations différentes, l'essai, la préparation des échantillons, la conservation des échantillons peut être différente, mais la préparation des échantillons et l'essai de compression lui-même est tout à fait identique. Alors dans la suite de l'exposé, je vais toujours parler de cubes, parce qu'en Belgique, on travaille essentiellement sur des cubes, mais il faut savoir que l'éprouvette qui va servir à l'essai de compression peut être soit un cube, soit un cylindre. Alors les 2 types d'utilisation des résultats dont je parlais, on va les classer en cubes chantier et cubes de contrôle. Alors il y a une grosse différence entre les deux, je vous l'explique. Le cube de chantier, c'est un cube qui va nous permettre de déterminer la résistance du béton à un moment donné, dans un environnement donné, avec une histoire donnée. L'utilisation la plus courante ou la plus évidente, c'est de connaître la résistance du béton quand on veut mettre le béton sous charge. Par exemple, on a réalisé une dalle en béton durci, en béton massif, qui se trouve sur des étançons. On doit enlever les étançons pour les réutiliser. À quel moment peut-on enlever les étançons? Une première solution, c'est de dire on attend suffisamment longtemps pour être certain que la résistance du béton est suffisante. Ça peut nous conduire à des durées un peu excessives et donc parfois il est intéressant pour des questions de réutilisation rapide des étançons de déterminer la résistance. Donc l'ingénieur va pouvoir dire on peut enlever les étançons à partir du moment où le béton a telle résistance. Et donc ça veut dire que pour enlever les étançons, il faut vérifier que le béton a cette résistance et pour ça on va utiliser des cubes. Et puisqu'on veut déterminer la résistance interne du béton réalisé, on a besoin de connaître la résistance du béton sur des échantillons qui ont été conservés dans les mêmes conditions que l'élément constructif. Et donc ces cubes vont être conservés sur le chantier dans les mêmes conditions de température, d'humidité et d'âge. Et au moment où on décide d'enlever les étançons, on fait les essais. Si on a une résistance suffisante, on peut enlever les étançons. Si la résistance n'est pas suffisante, on ne peut pas enlever les étançons et on attend de nouveau quelques jours avant de refaire éventuellement un nouvel essai. C'est donc un cube de chantier. En général, ces cubes ne sont pas contractuels parce que si on liait plutôt à l'avancement du chantier ou à des réalisations pratiques. L'autre type de cube ou d'essai, c'est pour les cubes de contrôle. Alors je vais maintenant revenir dans le cas où le béton a été fourni par une centrale à béton. Vous avez commandé un béton avec une certaine fluidité, on a vu ça la semaine passée. Vous avez commandé un béton avec une certaine exigence de résistance. Et c'est là qu'on va devoir vérifier cette résistance. Alors si on utilise des cubes qui ont été conservés comme les cubes de chantier, on risque en période hivernale par exemple de se retrouver avec des résistances insuffisantes et vous allez dire au fournisseur votre béton n'est pas bon parce qu'il n'a pas la résistance que je veux, que j'avais commandé. Or le fournisseur n'est pas du tout responsable puisque ce sont simplement les basses températures qui ont retardé finalement le durcissement. Et donc le cube de contrôle qui est essentiellement non pas un cube qui va destiner à déterminer la résistance du béton sur l'ouvrage, mais à déterminer la conformité du béton par rapport à la commande. Et donc dans ce cas-là, il faut que les essais soient suffisamment fiables pour être représentatifs de la fabrication du béton et pas de ce qui s'est passé après sur le chantier, puisque la responsabilité du fabricant du béton s'arrête au moment où le béton est mis en place, ou est déversé du camion. Et donc ces cubes de contrôle, on va
leur donner un certain nombre de conditions pour qu'ils servent effectivement à ce type d'exigence. Alors le cube de contrôle, tout d'abord, il va être testé à un certain âge, puisqu'évidemment la résistance augmente avec l'âge. Si on a une résistance trop faible, on vous dirait qu'il suffit d'attendre longtemps. C'est évidemment pas du tout la solution, puisqu'on veut déterminer la résistance. Et donc la résistance d'un cube par rapport à l'exigence, ce sera systématiquement 28 jours. Alors pourquoi 28 jours? Mais d'abord c'est un multiple de 7, ce qui nous permet d'éviter les week-ends. Et pourquoi pas 14, 21, 35, mais simplement on estime qu'à 28 jours la résistance est suffisamment importante par rapport à une résistance finale. Elle va continuer à augmenter, mais elle est relativement importante. Et par contre, des mesures plus tôt vont peut-être donner une idée un petit peu fausse de la résistance finale du béton, puisque les vitesses de durcissement des bétons sont différentes et dépendent notamment du type de ciment. Alors, autre exigence pour le cube de contrôle, c'est sa conservation. Donc, s'il est conservé à basse température ou haute température, dans une atmosphère sèche ou une atmosphère humide, la résistance va augmenter différemment. Et donc, on va imposer également des conditions de conservation. Et les conditions de conservation, c'est une température constante de 20 degrés, en tout cas pour les pays tempérés tels que la Belgique. Ce sera différent pour des pays plus chauds. 20 degrés à une certaine tolérance d'un degré. Et une humidité relativement importante, de l'ordre de minimum 95%. Et on a donc des chambres humides dans lesquelles on peut conserver les échantillons dans ces conditions. Si on n'a pas de chambre humide, alors le plus simple, c'est de mettre les échantillons dans l'eau à 20 degrés. Voilà pour le premier élément. Donc c'est la différence d'utilisation des résultats entre cube chantier qui contrôle la résistance effective d'un élément, d'une structure à un moment donné, et le cube de contrôle qui vérifie la conformité du béton par rapport à la commande. Alors vous avez vu qu'on a fait un cube, on a fait un cylindre, et comme je vous le disais, les deux sont utilisables. Et donc la première réflexe, c'est de dire, ben, si j'écrase ce cylindre, je divise la charge de rupture obtenue par sa surface, je fais la même chose pour le cube, je devrais avoir des choses cohérentes ou plus ou moins équivalentes. En fait, il n'en est rien, parce que lors de l'essai de compression, un phénomène important qu'on appelle le frottage, qui va modifier complètement la résistance. Alors ça s'explique assez simplement. On va d'abord imaginer un cube et on va prendre par exemple un prisme qui a exactement la même section que je vais appeler oméga, et dont la hauteur passe du simple au dur. Donc vous avez ici une hauteur h et ici une hauteur 2h. Donc ces deux échantillons sont soumis, je vais changer de couleur, à un essai de compression jusqu'à la rupture. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais obtenir une charge P1, une charge P2. Donc vous allez dire théoriquement j'ai la même section, je devrais avoir P1 égale P2. Et en fait on a une grosse différence entre P1 égale P2. Et l'explication vient d'où? Vient du fait que lorsqu'on réalise l'essai, on le verra tout à l'heure sur la machine, on a un plateau de la machine qui vient en contact avec les faces des éprouvettes. Et au moment où on applique la charge, la force entre les deux, donc l'application de la force et la réaction de l'échantillon est tellement importante qu'on a des forces de frottement. Si on n'avait pas de force de frottement, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait le cube qui s'écrase de cette manière-là, donc il va se réduire en hauteur et s'élargir latéralement. Comme un peu l'inverse d'un élastique, je tire, il va s'allonger et se rétrécir. En compression, on a exactement l'effet inverse. Et donc, on devrait avoir le cube qui devient une sorte de parallélépipède, de rectangle comme ceci. Idem pour le prisme. Or, ce qui se passe, c'est que comme on a un contact un peu étroit entre la face du cube et le plateau de la machine, la partie supérieure ne peut pas s'élargir. Et donc, elle va rester comme ceci. Et donc au lieu d'avoir le cube qui se donne latéralement, il va avoir un effet qu'on appelle un effet tonneau comme ceci. Idem ici. Et donc c'est ce qu'on appelle ici le frottage. C'est un peu comme si on mettait à l'extérieur, je vais changer un peu de couleur pour mieux voir. C'est comme si on mettait ici une sorte de ceinture qui empêche la matière de se laisser aller latéralement. On a le même phénomène ici, sur le prisme plus grand, mais on voit très bien que ce phénomène de frottage ici est très important sur le cube où il n'y a qu'une petite partie de la partie centrale qui peut se laisser aller, alors qu'ici il y a une grande partie qui peut se laisser aller, et donc le prisme
de même section va en fait lâcher beaucoup plus rapidement, donc va donner une charge P2 qui sera nettement inférieure à P1. Et quand je dis nettement, c'est de l'ordre d'une différence de l'ordre de 20%. Alors ce phénomène est très important puisqu'évidemment si vous commandez un béton avec une certaine résistance, il faut préciser à votre fournisseur si vous allez vérifier la résistance sur un cylindre ou sur un cube. Si vous ne faites pas la distinction entre les deux, vous allez commander avec une résistance 25 mégapascales. Moi, si je suis le fournisseur, je vais automatiquement faire mes essais sur des cubes parce que j'aurai systématiquement 20% en plus. Donc il est essentiel de connaître le type d'éprouvette sur lequel les essais vont être faits. Alors dans la pratique, pour éviter ce problème-là, et sachant que les deux types d'éprouvettes qu'on a ici sont autorisés par les normes, le plus simple a été de dire, ben voilà, on connaît plus ou moins le coefficient entre un cylindre 15-30 et un cube de 150 mm d'arête, et on va donc imposer, lorsqu'on fait une commande de béton, on va imposer que dans le bon de commande, on spécifie, non pas si on va faire sur cylindre ou sur cube, mais on spécifie deux nombres, deux résistances. Une résistance qu'on doit obtenir si on fait un essai sur un cylindre, une résistance qu'on doit obtenir si on fait un essai sur un cube. Et donc c'est pour ça que lors d'une commande, vous allez voir, par exemple, une commande, vous allez avoir un béton, par exemple, commandé au niveau résistance C2530. Ça veut dire que si vous faites un essai de résistance sur un cylindre, vous allez devoir atteindre minimum 25 mégapascales. Par contre, si sur le même béton, vous faites l'essai sur un cube, vous allez devoir atteindre une valeur de 30 mégapascales. Pourquoi? En fait, si on regarde justement le coefficient entre ces différents types d'éprouvettes, si on prend la référence comme le cube de 150 mm d'arête, on verra donc celui-ci, on verra que pour un cylindre de 150 mm de diamètre et de 300 mm d'arête, on aurait une résistance 21% plus faible, statistiquement parlant. Et donc, ce qui justifie le rapport 79 à 100 était plus ou moins équivalent à 25-30. Et vous aurez ici du C30-35, du C40-45, etc. Alors, de temps en temps, donc ce sont les éprouvettes moulées, donc fabriquées dans des moules les plus fréquentes. Parfois, on en fait des plus grosses si on a des plus gros agrégats, des plus petits si on a des agrégats beaucoup plus petits, mais ça, c'est vraiment les dimensions classiques. Alors quand on n'a pas d'éprouvette moulée et qu'on veut quand même déterminer la résistance d'un béton, en général on va carotter avec une sonde diamantée et puis on scie et on rectifie avec des OIT diamantées. Et très souvent le cylindre classique est un cylindre de 100 cm² et d'une hauteur de 100 mm pour lequel la résistance est statistiquement 7% plus élevée qu'un cube de 150 mm d'arête. Donc si vous n'avez pas de résultat de moulage, d'éprouvette moulée et que vous voulez quand même un résultat, vous allez aller chercher un cylindre et le résultat, vous allez devoir le diminuer dans une proportion 107% ou 107 pour 79 si vous voulez vous ramener à une éprouvette moulée. Voilà pour les principes généraux. Il y a encore 2-3 questions qu'on peut se poser. Imaginons maintenant que vous devez déterminer la résistance cube de contrôle d'un béton. Vous n'avez pas donné les bonnes informations au chantier et les échantillons ont été conservés dans les conditions du chantier. Alors il y a moyen de se retrouver, donc ça veut dire par exemple, on est en hiver, par exemple, avec des températures trop basses. Donc on n'est pas aux 20 degrés. Donc forcément, si je fais l'essai même à mes 28 jours, je vais obtenir une résistance plus faible que si j'avais gardé mon éprouvette à 20 degrés. Et donc quand aussi on veut corriger ça a posteriori, on peut utiliser ce qu'on appelle des coefficients de maturité, qui sont des coefficients qui vont tenir compte des températures qu'a subi le béton. Et ce coefficient de maturité, c'est en fait en réalité un nombre de jours équivalent à 20 degrés centigrades. Alors voilà, pour le plus simple, c'est de passer un petit exemple. Vous avez un petit tableau dont vous avez la température et ce coefficient K, qui va j'ai pris de moins 10 à plus 20, et on voit qu'à 20 degrés, le coefficient vaut 1 et diminue pour arriver à 0 à moins 10. Alors si je prends 4 degrés, vous avez 0,42. Ça veut dire quoi physiquement? Ce 0,42, ça veut dire qu'une journée, donc 24 heures, conservée à 4 degrés, va vous donner une augmentation de résistance équivalente à 0,42 jours à 20 degrés. Alors, le plus simple, c'est de prendre un exemple. Imaginons que je dois faire un essai à 7 jours, qui serait un cube de contrôle, mais je veux anticiper la valeur à 7 jours pour pouvoir l'extrapoler à 28 jours. Malheureusement, le cube a été conservé sur chantier et non pas à 20 degrés. Et imaginons qu'on est en période de gel, on a eu 3 jours à moins 2, 1 jour à plus 4 et 3 jours à plus 14, ce qui nous donne les 7 jours calendrier.
Donc je pourrais me dire, je dois faire un essai à 7 jours, je fais l'essai à 7 jours. Et en réalité, la résistance sera beaucoup trop faible parce qu'on a eu des mauvaises températures. Alors si je fais le calcul illustratif, j'ai donc 3 jours à moins 2, ça vous fait 3 fois 0,24. 1 fois 0,42 et 3 fois 0,76. Le total, ça fait 3,42. Donc ça veut dire quoi ce 3,42, 3,5 disons? Ça veut dire que le béton qui a 7 jours calendrier a un durcissement ou une maturité équivalente à un cube qui aurait été conservé 3 jours et demi à 20 degrés. Alors si l'essai à 7 jours n'a pas été réalisé, il est assez simple de corriger la chose en disant bien on va reprendre, au lieu d'effectuer l'essai aujourd'hui, je vais conserver l'éprouvette à 20 degrés encore pendant 3 jours et demi et j'aurai ici récupéré plus ou moins la bonne maturité. Donc j'aurai 10 jours et demi calendrier par rapport aux 7 jours, mais j'aurai une maturité équivalente aux 7 jours que je voulais. Autre point important, c'est le coefficient d'âge. Donc vous avez vu ici, on a déjà un petit peu parlé du durcissement en fonction de l'âge. Alors il existe, si on veut corriger certaines choses, il existe des coefficients d'âge qui sont en fait des courbes valables théoriquement pour un béton. Quand on ne connaît pas les courbes complètes pour le béton, ce qui est assez fréquent, on peut utiliser des courbes qui sont valables essentiellement pour le ciment. On sait que par rapport au béton, il y aura une petite différence, mais les courbes données pour des ciments sont relativement fiables. Et donc on voit sur cette courbe que la résistance d'un béton va augmenter en fonction du temps. Donc vous avez ici la résistance, exprimée en mégapascal, qui est exprimée en résistance par rapport à la résistance à 28 jours. Et donc on a bien 1 à 28 jours. Et on voit qu'à 7 jours, par exemple, pour ce type de ciment, je ne sais pas lequel c'est, on atteint une résistance de 72% de la résistance à 28 jours. Et à 90 jours, on obtient 16% en plus. Donc on a une croissance de la résistance beaucoup plus importante au début et puis qui plafonne un petit peu. Alors à quoi sert ce résultat? Cette courbe, en fait, ça vous permet d'anticiper la résistance, par exemple, d'un cube de contrôle. Imaginons le cube de contrôle, je vous ai dit tout à l'heure, c'est à 28 jours. 28 jours, c'est quand même long, ça fait un mois. Donc ça veut dire que sur un chantier, si on construit par exemple un immeuble à appartement, quand on a les 28 jours, si on construit un étage par semaine, on est déjà 4 étages plus haut que le béton dont on veut connaître la résistance. Et donc si le béton n'est pas bon, ça pose vraiment un réel problème au niveau de la construction. Et donc très souvent ce qu'on fait, c'est qu'on réalise déjà des essais à 7 jours, parfois même à 3 jours, et avec la résistance, connaissant le type de ciment, éventuellement la courbe pour le béton dans les cas idéaux, on peut extrapoler la valeur à 28 jours. Donc imaginons, et éventuellement même encore à plus long terme. Et donc ça permet à ce moment-là d'avoir une bonne idée ou une certaine fiabilité sur la qualité du béton, à charge après coup à 28 jours de refaire l'essai convenablement, à la bonne date. Alors comment utilise-t-on ce tableau? Cette course est assez simple. Imaginons que j'ai une résistance de 30 MPa à 7 jours, que je veux connaître la résistance que j'aurai à 90 jours. Je vais simplement diviser 30 par 0,72, ce qui me ramène à 28 jours. Je multiplie par 1,16, j'arrive à 48 à 90 jours. Dernier élément maintenant, pour en revenir au cube de contrôle. Donc le cube de contrôle, en général, il y a une certaine dispersion dans les résultats et donc on ne se contente pas d'un seul essai. Et donc quand on a un chantier d'une certaine importance, ce que je veux dire ici n'est pas valable pour les tout petits chantiers, c'est pour vraiment les gros chantiers, on va étudier finalement la résistance du béton sur un certain nombre de fournitures. Et donc ça va nous permettre de classer, de caractériser le béton, non pas avec une résistance moyenne, mais par une résistance caractéristique, c'est-à-dire qu'on va appliquer des règles statistiques sur l'ensemble des résultats qu'on a. Et donc vous avez ici une courbe qui vous donne la fréquence, c'est-à-dire le nombre de fois qu'une résistance est atteinte. Donc on va diviser ça en classes de résistance, par exemple tous les mégapascals ou tous les deux, on pourrait dire 25 à 26, 26 à 27, etc. Et puis on va voir un certain nombre de fois où la résistance est entre ces deux valeurs. Et on va classer ça dans une courbe et on obtient évidemment quelques valeurs faibles, quelques valeurs élevées et beaucoup de valeurs sur la partie centrale qui est à la limite la valeur qu'on recherche. Et donc quand on obtient ça, on constate qu'on a une courbe en escalier, croissante, décroissante, qu'on peut assimiler à une courbe de Gauss. Et là, on peut appliquer à ce moment-là tous les traitements statistiques qu'on veut. Je ne vais pas vous faire un grand cours de statistiques, mais simplement quelques notions de base pour l'utilisation dans le cas du béton durci. Alors si on a cette courbe, on voit que le sommet de la courbe, et ce sera quoi? Ce sera la résistance moyenne. Mais on voit très bien qu'on peut avoir une courbe très étroite, c'est-à-dire que le fabricant a vraiment une très bonne technique, il a toujours des résultats très
très très fiable, toujours dans la même gamme de résistance. Par contre, vous pouvez avoir un fournisseur qui a des mauvaises balances, donc ça veut dire que ses compositions ne sont pas très régulières, parfois trop de ciment, parfois trop peu, et donc on obtient des valeurs très étalées des résistances et on obtient une courbe de Gauss beaucoup plus large, beaucoup plus plate. Et donc on veut quand même favoriser les fournisseurs, les entrepreneurs qui travaillent convenablement, et donc plutôt que de dire on va imposer une résistance moyenne, on va imposer une résistance caractéristique. Et la résistance caractéristique, c'est une résistance qu'on obtient de manière statistique. Et physiquement, c'est quoi? C'est une résistance qu'on va dépasser dans 95% des cas et qu'on peut ne pas atteindre dans 5% des cas. On peut très bien avoir un jour ou l'autre une bétonnière qui est un peu moins mauvaise qualité, de moins bonne qualité. Et donc ça veut dire, par exemple, si j'ai 20 cubes, je dois en avoir 19 qui dépassent cette résistance caractéristique et un seul qui pourrait être en dessous. Alors pourquoi ça favorise les gens qui travaillent entre guillemets bien? Ben simplement ceux qui ont une courbe assez étroite, ils vont avoir une résistance caractéristique qui est très proche de la moyenne. Par contre, quelqu'un qui travaille très mal, qui a une courbe très étalée, il va avoir une résistance caractéristique très éloignée de la moyenne. Donc pour la même résistance caractéristique, il va devoir obtenir une résistance moyenne beaucoup plus élevée, ce qui est évidemment défavorable. Maintenant, si je reviens à cette notation C2530, ça veut dire quoi? Donc je rappelle, c'est compression. 25, ça concerne le cylindre. 30, si on fait l'essai sur des cubes. À quel moment? À 28 jours. Donc quelle conservation? 20 degrés centigrades et humidité importante, idéalement à la limite sous eau. Et dernier élément, c'est une résistance caractéristique et pas une résistance moyenne. Donc ça veut dire que si vous avez une série de résultats, vous allez calculer la moyenne et vous devez en déduire une résistance caractéristique qui sera plus faible pour vérifier si le critère d'acceptation de votre contrat est rempli ou pas. Voilà, on a maintenant vu l'ensemble des choses importantes en ce qui concerne la compression. On va passer au laboratoire pour réaliser les essais de compression. Bien, nous pouvons passer maintenant aux essais proprement dits. Nous voilà devant la machine qui est composée de deux parties. La partie à droite, c'est la partie effective de la machine. C'est que la machine, c'est quoi? C'est en fait une machine hydraulique. Donc vous avez un piston qui se trouve ici en dessous. On voit d'ailleurs l'aspect courbe. Et donc c'est un piston qui va monter. Et donc l'échantillon qui est sur le plateau inférieur va monter avec le piston. Au-dessus, on a quoi? On a une traverse. Cette traverse est réglable en hauteur. Vous allez la voir fonctionner tout à l'heure. Et donc, lors de l'essai, elle est bloquée. Et donc, le piston, on envoie une pression, de l'huile sous pression. La pression augmente. Donc, la force appliquée par le piston dans l'échantillon augmente. Et à un moment donné, l'échantillon casse. Et ça correspond à la pression maximum et donc à la force maximum dans l'échantillon. Alors, le pilotage de la machine se fait sur la partie gauche. Et là, vous voyez qu'il y a 3 aiguilles. Alors, il y a une première aiguille importante. C'est l'aiguille qui est celle-ci, qui est à 0 pour le moment. C'est une aiguille qui nous donne à tout moment la charge appliquée par le vérin sur l'échantillon. Donc lors de l'essai, à la mise en charge, cette aiguille va se déplacer dans ce sens-là. Au moment de la rupture, elle va casser, la charge va diminuer, elle va revenir en arrière. Et donc la charge de rupture, c'est quoi? C'est finalement le moment maximum, donc le moment où l'aiguille fait son retour en arrière. Il y a une deuxième aiguille, qui est l'aiguille ici, qui est en fait une aiguille morte, qui est entraînée par l'aiguille active. Et donc lorsqu'elle arrive au maximum, l'aiguille active va revenir en arrière et l'aiguille morte qui est entraînée par l'aiguille active reste à la position maximum, qui nous permet de lire la charge maximum, donc la charge de rupture. La troisième aiguille est un limiteur de charge. Vous voyez qu'il est sur 50 tonnes, donc 500 kN. J'ai oublié de dire que la machine avait une capacité de 5000 kN, donc 500 tonnes. Elle est sur 50 tonnes, donc ici, ça veut dire que si je la laisse là, quand la machine arrive à 50 tonnes, elle s'arrête. Donc je vais la déplacer pour être sûr d'avoir la rupture et je vais l'amener à 250 tonnes pour être certain de dépasser la charge de rupture. Alors si je reviens à cette machine, donc on a vu au labo précédent qu'on pouvait utiliser des moules en plastique, et dans les cas des moules en plastique, on a les faces soi-disant parallèles qui ne sont pas tout à fait parallèles parce qu'il y a un léger fruit au moule. Donc ça veut dire que comment fait-on l'essai? Vous le voyez ici, on prend le cube. Si les faces sont suffisamment planes, on ne doit rien faire, on peut simplement prendre le cube, le coucher sur le côté, et à ce moment-là, on a deux faces planes et théoriquement parallèles en contact avec les plateaux. Dans le cas des prouvettes moulées dans des cubes en plastique, les faces ne sont pas parallèles, donc ça veut dire que si le plateau-ci toucherait l'arête supérieure. Donc pour éviter ça,
le non-parallélisme entre les faces, le plateau est rotulé. Je ne sais pas si vous voyez au niveau aussi, on voit très bien qu'il y a une rotule. Donc ce plateau-ci, il peut osciller dans toutes les directions et donc s'adapter pour avoir un bon effort d'application sur l'ensemble de la surface. On va maintenant passer à l'essai. Dès qu'on voit que l'aiguille bouge un tout petit peu, ça veut dire que l'essai est lancé. Alors on voit qu'il casse à l'arrière. Voilà, on peut maintenant voir la charge de rupture qui est de 116,5, c'est ça 117 tonnes. Alors on voit donc le cube est complètement rompu. Donc on a vu à l'écran que lors de l'essai de cube, on a atteint une charge maximum de 117 tonnes qui correspond donc à la charge de rupture. On peut à partir de là calculer la contrainte de rupture, donc la résistance du béton. On va prendre les 117 tonnes, on multiplie par 1000 pour obtenir des kilos, par 9,81 pour obtenir des newtons, et on divise par la section 150 par 150 et on obtient 51 mégapascales. On peut maintenant estimer la résistance qu'on aura sur le cylindre et donc la charge de rupture du cylindre. Le cylindre, puisqu'on a un rapport 0,79 entre le cylindre et le cube, on devrait obtenir quelque chose comme 40 MPa en résistance sur le cylindre, et en faisant le calcul inverse en multipliant par la section, on obtient la charge de rupture qui devrait être de l'ordre de 72 tonnes. Ça pourrait être plus ou moins fortement différent, ça dépend évidemment, on a souvent de la dispersion dans ce genre d'essai, et donc si la dispersion va dans un sens pour le cube et dans l'autre sens pour le cylindre, on peut avoir un écart plus ou moins important. Mais normalement, sur un grand nombre d'échantillons, cette proportion est relativement bien souvent respectée. Encore 75, 77, 77,5. Donc ici la charge de rupture est de 77 tonnes et demie, donc un petit peu plus que les 72 que j'avais estimé. Donc je vais pouvoir refaire le calcul maintenant de la contrainte réelle et puis la comparer avec le cube. Voilà, pour rappel, le cube, on avait une résistance de 51 mégapascales. Le cylindre, on a une charge de rupture de 77 tonnes et demie. Donc en faisant le calcul, 77 tonnes et demie, 75 500 kg, fois 9,81 en passant en newton, on divise par la section qui est un cercle ici, et on obtient 43 mégapascales. Et donc le rapport cylindre-cube est de 0,84, qui n'est pas si éloigné que ça du 0,79 qui avait été annoncé, compte tenu qu'on a un seul échantillon et qu'il y a de la dispersion dans ce genre d'essai. On va maintenant passer à l'essai de traction. Donc, on a testé en compression le cube et un des deux cylindres. Il nous reste le deuxième cylindre. Ce cylindre n'a pas été préparé du tout, alors qu'on va réaliser l'essai de traction directement. Et en réalité, on ne va pas faire une traction directe qui consisterait à pincer ou coller des plaques sur l'échantillon et tirer dessus. On va appliquer un effort de compression un petit peu spécial qui va générer une traction indirecte dans l'échantillon. C'est ce qu'on appelle l'essai de fendage. Et au lieu de mettre le cylindre verticalement, comme on vient de le voir pour la compression, on va le mettre à l'horizontale, donc sur une génératrice, et on va appliquer un effort sur deux génératrices opposées. Et on va devoir à ce moment-là avoir une rupture un petit peu spéciale qu'on va voir maintenant. Donc en fait, le cylindre est posé à l'horizontale entre les deux plateaux et on va appliquer la force verticale. Et donc on va charger en fait le plan diamétral de l'éprouvette. Alors ce qui va se passer quand on charge comme ça, c'est qu'on va générer sur les facettes verticales des contraintes horizontales. Et donc ces contraintes horizontales vont créer une traction et l'éprouvette va se rompre en deux demi-cylindres de cette manière-ci. C'est donc une rupture par traction, donc ça veut dire que c'est un phénomène assez rapide. Donc à un moment donné, l'éprouvette, contrairement à la compression, vous avez une rupture progressive. Ici, vous allez voir une rupture brusque. La contrainte de traction augmente et quand elle atteint sa limite, elle se rompt brusquement et donc se partage vers le haut, vers le bas, de manière à avoir les deux morceaux de l'éprouvette directement. On va maintenant passer à l'essai. Donc ce qui est intéressant à regarder, la section verticale. Ça c'est bien, ça fait un peu vite. Vous voyez qu'on a une rupture vraiment dans le plan diamétral et une rupture assez brusque.
À partir de cet essai, on va pouvoir calculer maintenant la résistance à la traction. Alors la formule de l'essai de fendage, de traction par fendage, c'est la contrainte est égale à 2P sur pi dl, donc 2 fois la charge divisée par pi, fois la hauteur, donc le diamètre dans ce cas-ci, et la longueur, donc la hauteur de l'échantillon dans ce cas-ci. On avait donc une charge qu'on peut encore lire à la machine de 29 tonnes. Donc j'obtiens 2 fois 29 tonnes fois 9,81 divisé par pi 150 qui est D, 300 qui est L, et j'obtiens 4 MPa. Pour rappel, en compression, on avait 43 MPa. Donc on voit bien que le rapport entre la traction du béton et la compression est de l'ordre de 1 pour 10. Donc la traction est environ 10% de la résistance à la compression, ce qu'on peut voir sur cet essai. Pour terminer, on va regarder maintenant le faciès de rupture. Donc ici, quand on regarde les deux faciès de rupture qui se correspondent, et donc on voit que certains cailloux qui étaient bien enrobés dans la matrice de mortier sont simplement cassés. J'en ai entouré 2 au hasard avec le marqueur. Donc vous voyez ce caillou-ci, vous voyez l'autre morceau du caillou de ce côté-là, même chose celui-là. Donc il y a un certain nombre de cailloux qui sont vraiment cassés, donc ça veut dire que la force de traction a été plus fort dans le caillou que dans la matrice, et dans certains cas, ça se voit bien évidemment beaucoup plus difficilement à la caméra, on a un décollement, donc on va trouver un caillou et de l'autre côté on verra son empreinte, mais c'est évidemment beaucoup plus difficile à montrer. Voilà un petit dernier mot en ce qui concerne la compression. Donc quand on fait l'essai de compression, on n'a pas un écrasement pur et simple de l'échantillon, mais il va se rompre si on ne va pas trop loin dans l'essai, suffisamment loin mais pas trop loin. On constate, voilà un cube tel que celui qu'on a testé tout à l'heure, qu'à un moment donné, si on arrête l'essai, on voit qu'on a une rupture en type diabolo. Donc vous avez vraiment la forme diabolo. Et ça, c'est un peu indépendant de la forme cylindrique ou cubique. Par contre, c'est dépendant de la hauteur et donc de l'élancement de l'échantillon. On voit ici un autre cube beaucoup plus petit, de 4 cm de côté. On a exactement la même forme. Même chose pour ce cylindre qui a été rompu. On a également cet effet de diabolo qu'on n'aurait pas sur le grand cylindre ou sur des prismes plus grands. Et cet effet de diabolo est lié en fait à une combinaison de contraintes dans les contraintes verticales de compression et les contraintes de cisaillement, donc de frottement entre le plateau et l'éprouvette qui vont s'amenuiser. On va terminer maintenant la partie essai mécanique en revenant sur l'essai de traction. Donc on a réalisé un essai de traction par fendage que vous avez ici avec la formule que j'ai expliquée tout à l'heure. En fait, dans la traction, il existe différentes méthodes, 3 méthodes habituelles pour effectuer un essai de traction. Le plus simple, c'est l'essai qu'on a vu qui est le fendage, puisqu'on va se contenter d'utiliser une machine de compression en changeant simplement la position de l'échantillon. Maintenant, la question qui se pose, si je voulais déterminer la résistance en fendage d'un cube, comment peut-on faire? Évidemment, le cube, on peut le mettre dans tous les sens, il y aura toujours 2 faces en contact avec le plateau. Donc pour faire l'essai de cube en fendage, on va utiliser un artifice. Donc dans le cylindre, on a la courbe qui est donnée par l'échantillon et le plateau qui donne la partie plate. Dans le cube, la partie plate est donnée par l'échantillon. Et donc ce qu'on va utiliser, c'est en fait un contre-plateau cylindrique. Et donc on va imaginer d'utiliser ceci. Vous avez la machine. Vous avez le cube qui est dans la machine. Et entre les deux, on va mettre un contre-plateau qui est une forme cylindrique, et donc quand on va appliquer l'effort, on va bien avoir la rupture comme on l'a eu tout à l'heure. Donc ça, c'est un petit truc pour pouvoir tester d'autres éléments que des cylindres, notamment par exemple des pavés de rue, des choses comme ça. Alors sur les autres essais de traction, donc l'essai que l'on pense naturellement, un essai de traction, c'est simplement prendre l'éprouvette et tirer dessus. Alors sur le béton, on peut imaginer, prenons par exemple ce cylindre, qui est exactement celui qu'on a utilisé tout à l'heure, du même type. On va commencer à faire un essai de traction, c'est assez compliqué, c'est assez difficile, je vais prendre le plus petit, assez difficile de s'accrocher et de tirer dessus jusqu'à ce qu'il y ait rupture. Donc la solution qu'on va utiliser, c'est de coller des plateaux au-dessus et en dessous avec des tiges et mettre ça dans une machine de traction. Alors on imagine que par rapport au fendage, c'est beaucoup plus compliqué parce que tout d'abord, il faut des plateaux de la bonne dimension, il faut un système d'ancrage avec des rotules pour éviter de la flexion dans l'échantillon, uniquement que de la traction. Et l'autre problème, c'est que ces plateaux doivent être collés sur l'éprouvette, donc il faut une colle suffisamment bonne pour que la rupture ait lieu dans le béton. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on a 3 interfaces, on a 2 interfaces plus le béton. On a un risque de rupture à l'interface colle-béton, à l'interface colle-plateau d'acier et rupture dans le béton. Idéalement, il nous faut la rupture dans le béton. Alors quand on doit faire des tractions simplement pour vérifier qu'une résistance est atteinte,
On peut se contenter de cet essai de traction avec une rupture, par exemple, qui ne serait pas dans le béton, pour autant que la rupture, par exemple, dans la colle, serait au-dessus du seuil qu'on veut vérifier. Mais on n'a pas la valeur réelle, mais on sait que le béton est plus résistant que ce qu'on veut. C'est un essai qui est extrêmement rarement utilisé, vu sa complexité de réalisation par rapport à l'essai de fendage. Un troisième essai de traction, c'est l'essai de flexion. Donc si je prends une poutre ou un élément, un prisme en béton non armé, je le mets sur deux appuis, j'applique un effort au centre, je vais donc créer une flexion qui va donner une traction en partie inférieure, une compression en partie supérieure. Et donc quand la résistance à la traction est atteinte, j'obtiens une fissure qui va se propager très rapidement du bas en haut et créer les deux morceaux de béton. Alors dans ces trois cas, on peut calculer donc la résistance à la flexion. Donc j'ai déjà dit pour le fendage lors de l'essai, 2 fois la charge divisée par pi dl. Pour la traction directe, c'est assez simple, c'est la charge divisée par la section, c'est un peu comme la compression, mais c'est dans l'autre sens. Et pour la flexion, c'est la formule classique de flexion qui est 6 fois le moment fléchissant divisé par BH carré. Alors ces différentes mesures de la résistance à la traction ne sont pas équivalentes et il existe dans la nomenclature un certain nombre de formules qui vous permettent de passer de l'une à l'autre parce que les phénomènes physiques ne sont pas tout à fait égaux. Je ne vais pas passer en détail, il faut savoir que les valeurs ne sont pas équivalentes entre elles et que la différence peut être relativement sensible. Donc quand on parle d'essai à la traction, il faut savoir suivant quelle méthode c'est déterminé. On va en rester là pour tout ce qui est essai mécanique sur le béton. Et on va passer maintenant à un deuxième élément important qui sont les déformations. Donc quand vous allez calculer un élément, quel que soit le matériau, que ce soit en béton, en acier, en bois ou en d'autres matériaux, il y a deux choses à vérifier. C'est d'abord la résistance, le système tient, donc il ne s'écroule pas. Et la deuxième chose, c'est que ces déformations sont compatibles avec l'ouvrage ou avec la destination que vous avez de ce que vous construisez. Imaginons une dalle en béton. Si la dalle résiste mais qu'elle a une flèche, donc une déformation très importante, esthétiquement ça peut être horrible et donc l'architecte va vous refuser cet ouvrage. Et même psychologiquement pour les gens qui sont en dessous, de voir une dalle qui est fortement fléchie, c'est pas très agréable, on ne se sent pas en sécurité. Et donc une vérification ou un calcul de dimensionnement d'un élément en béton, par exemple un plancher ou une dalle, va consister à un calcul de résistance sur lequel on va utiliser à ce moment-là la résistance essentiellement en compression, éventuellement en traction. Et alors on va devoir faire un deuxième calcul qui est sous cette charge et avec cette configuration, est-ce que les déformations restent compatibles avec certains critères, comme j'ai dit, esthétiques ou de sécurité. À ce moment-là, on va avoir besoin de quoi? De l'association, de la relation entre la contrainte appliquée à un matériau, au béton dans ce cas-ci, et les déformations qui en déduisent. Tout comme un élastique, quand je tire dessus, il s'allonge. J'ai dit tout à l'heure que le béton, quand je pousse dessus, il se raccourcit. Et donc je dois pouvoir mesurer ça, et on va mesurer ça comment? Simplement en appliquant un effort vertical dans la machine qu'on a vue, et en mesurant en fonction, non pas, on ne va pas aller simplement à la rupture en regardant ce qui se passe, on va mesurer les déformations, obtenir à ce moment-là une courbe qui nous donne la contrainte en fonction de la déformation obtenue. Alors cette déformation va se mesurer de différentes manières, il y a des jauges de déformation. Ici je vous présente deux méthodes. C'est un système de couronne dans lequel vous avez par exemple ici une couronne inférieure qui est fixe et une couronne supérieure qui est mobile. Je vais essayer de la faire bouger un tout petit peu. Vous voyez qu'elle est mobile. Donc ça veut dire que si j'écrase, si j'applique un effort de compression, la couronne la couronne inférieure va rester fixe et la couronne mobile, comme elle va descendre, elle a deux axes ici, en fait, elle va créer un mouvement sur le capteur qui se trouve à l'extérieur et donc on peut déduire la déformation entre les deux anneaux par rapport à la charge appliquée. Une autre méthode manuelle, celle-ci, donc ça c'est une méthode automatique qui me permet de faire un essai jusqu'à pratiquement la rupture. Une autre méthode manuelle, c'est de coller des repères, donc des pastilles dans ce cas-ci, qui vont permettre avec un appareil de mesure de mesurer le rapprochement des pastilles en fonction de la charge appliquée. C'est une mesure manuelle, donc elle va se faire par palier et lorsqu'on arrive à la rupture, c'est pratiquement impossible d'aller plus loin. Il y a encore d'autres méthodes, je vous disais, les jauges de déformation qu'on va coller sur l'échantillon, etc. Alors ce qu'on voit qui est très important dans les deux cas, c'est qu'on ne mesure pas, et ça on ne peut pas faire, la déformation entre, on pourrait imaginer,
je mets l'éprouvette dans la machine et je mesure le rapprochement des deux plateaux. En fait, je vais avoir une mesure fausse qui ne mesure pas exactement la déformation du matériau parce qu'à cause de l'effet de frottage dont on a parlé dans l'essai de compression, j'ai des déformations verticales beaucoup plus faibles aux parties extérieures, donc en haut et en bas, par rapport à la partie centrale. Et j'ai donc une valeur faussée de la déformation ou de la déformabilité du matériau. C'est pour ça que les couronnes sont à une certaine distance des deux faces de compression. Les pastilles collées sont également à une certaine distance des deux faces de compression. Alors quand je fais un essai, je vais obtenir une courbe de ce type-là. Et contrairement à l'acier, vous avez normalement une droite et puis un plateau, éventuellement une droite et puis une courbe, mais il y a toujours une partie droite au départ. Dans le béton, on n'a pas la partie droite, on a directement une courbe. Ça veut dire que pour modéliser de manière simple cette courbe, ce n'est pas évident. Et donc on va utiliser pour les calculs, on a besoin pas nécessairement de la courbe complète, mais ce qu'on appelle le module d'élasticité. Le module d'élasticité dans cette courbe sigma epsilon, finalement c'est la pente de la courbe. Alors pour l'acier, comme je disais tout à l'heure, on a une belle droite au début, donc on a un beau module bien défini, bien clair. Pour le béton, c'est impossible puisque la courbe est courbe et n'a pas de partie droite. Et donc on va définir des modules. Il y a une infinité, voire même une double infinité de modules. Et on va en fait définir deux modules. Un module séquent. Un module séquent, c'est quoi? Sur la courbe, je prends 2 points et je calcule la pente, j'ai un module séquent. Mais forcément, si je prends un point plus loin, j'aurai une autre droite et j'aurai un autre module. Donc j'ai effectivement une infinité de modules. Et si je change également le point origine, j'ai avec ces 3 points, les 3 points que j'ai choisis ici, je peux déjà avoir 3 modules différents. Donc ça veut dire que puisqu'on veut parler quand même d'ingénieur à ingénieur de la même manière, avec les mêmes concepts, la norme va définir comment on va déterminer ce module séquent pour que tout le monde soit d'accord sur ce qu'il signifie. Et pour ça, on va imposer une valeur minimum assez faible, qui est de 0,5 MPa en général, à convenir. Et on va utiliser une certaine force, par exemple 40% ou 30%, de la charge de rupture et on va définir le module séquent. Donc le module séquent, à ce moment-là, il est bien clair, c'est dans la première partie de la courbe. On peut également déterminer des modules tangents, donc à chacun des points de la courbe, je pourrais imaginer un module tangent et donc de nouveau, j'ai une infinité de modules, ce sont des modules tangents et le plus simple, évidemment, le plus intéressant, c'est le module tangent à l'origine. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces deux modules? Ben simplement, le module séquent, en fait, il correspond à une mise en charge relativement lente de l'éprouvette et donc il va être utilisé pour faire des calculs dans le régime statique de mise en charge. Par contre, le module tangent, donc en fait, ça veut dire que si la charge est appliquée brusquement à l'échantillon ne va pas suivre simplement cette courbe-là, il va monter et redescendre très rapidement. Et donc, dans le cas des mesures de calcul d'éléments dynamiques, on va plutôt utiliser le module tangent. Alors, ce module séquent, donc, il est mesuré comme on l'a vu tout à l'heure. Le module tangent, il peut être déterminé sur base de la courbe, mais c'est assez compliqué, c'est pas très net de déterminer un module tangent. Donc, il existe des mesures dynamiques, soit par ultrasons, soit par mesure de la fréquence de résonance de l'éprouvette, qui permettent de déterminer ce module dynamique directement de manière plus précise que simplement une tangente graphique par rapport à la courbe. Et donc ces deux modules vont pouvoir être utilisés dans les calculs de déformation des éléments, soit en statique, soit en dynamique. Le dynamique le plus évident étant le séisme. Un autre dynamique assez courant dans nos régions, c'est plutôt le cas de bâtiments qui abritent des machines dynamiques, par exemple des centrales électriques où vous avez des alternateurs qui tournent avec des très grandes fréquences et donc qui génèrent des vibrations dans les bâtiments, que ce soit au niveau des planchers, voire des colonnes, etc. Et donc pour le calcul dynamique, on va utiliser plutôt un module tangent. La différence entre les deux, donc forcément, le tangent est toujours supérieur au séquent et l'ordre de grandeur des différences, on va dire c'est l'ordre de 10%, quelque chose comme ça. Donc le module tangent est environ 5 à 10%, 5, 10, 15% plus élevé que le module séquent sur le même. Voilà pour les déformations qu'on va appeler déformations sous charge. Donc c'est des déformations qui sont générées par la mise en charge de l'échantillon ou de l'ouvrage. Il y a d'autres déformations qui vont être aussi très importantes au niveau du béton. C'est évidemment les déformations thermiques. Ben, comme la plupart des matériaux, je ne vais pas dire tous parce qu'il y a quelques exceptions, lorsqu'on chauffe le béton, il se dilate, lorsqu'on le refroidit, il se contracte. Ce qui peut engendrer soit des efforts, soit des fissures, soit des déformations.
Alors le coefficient de dilatation thermique des bétons est relativement variable et il dépend de la composition entre autres et entre autres de la nature du granulat. Vous avez des granulats qui ont des coefficients de dilatation thermique différents, ce qui engendre, puisque c'est la partie la plus importante dans le volume du béton, des valeurs relativement différentes du coefficient de dilatation thermique. Quand je dis relativement différentes, on parle de entre 8 et 12, donc ça fait de nouveau, ça peut plutôt 20% autour d'une valeur moyenne. Alors ce qui est intéressant et on peut faire la relation avec le béton armé, c'est que le coefficient de dilatation thermique moyen du béton est à peu près le coefficient de dilatation thermique de l'acier, ce qui explique la compatibilité au niveau thermique entre l'acier et le béton et donc la validation ou la validité du béton armé. Si on avait des coefficients de dilatation thermique très différents, on aurait des tensions à l'intérieur du béton armé, donc il y aurait beaucoup plus de fissuration et ça pourrait être un élément pratiquement impossible à réaliser. Dernier type de déformation dont je voudrais parler, qui est propre tout à fait au béton, ce sont les déformations de retrait et de fluage. Donc ce sont des déformations qui sont liées finalement au comportement dans le long terme, donc en fonction du temps du matériau. Alors le retrait, c'est quoi? En fait, j'imagine que cette éprouvette cylindrique, je la démoule le lendemain de sa réalisation. Si je mesure sa longueur, tous les jours, je vais constater qu'elle se rétrécit petit à petit, sans rien faire d'autre que la mesurer. C'est ce qu'on appelle le retrait et il va être conditionné notamment par l'ambiance, le séchage, etc. Alors ce retrait est tout à fait inévitable et son importance va dépendre d'un certain nombre de facteurs, dont la composition, la teneur en ciment, les conditions de conservation, etc. Si je veux dessiner ça sur un diagramme, je constate que le retrait, ce sera la courbe en blanc ici. Donc au départ, ça bouge assez peu, ça augmente, et puis en principe, la plafonne et ça se stabilise après un certain temps. Ça, c'est le retrait, donc en fait, c'est quelque chose qui est tout à fait dépendant du béton. Alors, il y a un deuxième phénomène qui va apparaître sur ce béton, c'est ce qu'on appelle le fluage, qui lui est une déformation sous charge dans le temps. Donc ça veut dire quoi? Si je charge cette éprouvette et que je la maintiens sous charge et je mesure sa longueur, petit à petit, elle va se raccourcir. Et elle va se raccourcir plus que par le retrait. Donc si j'ai deux éprouvettes identiques, une sans charge, une avec charge, je vais constater que l'éprouvette avec charge va se déformer plus que l'éprouvette sans charge, et la différence, c'est essentiellement le fluage. Donc si je veux mettre ça sur un diagramme, donc j'ai une première éprouvette dans laquelle j'ai du retrait. Imaginons j'ai une deuxième éprouvette identique. Au départ, elle va avoir le même retrait, et puis à un moment donné T0, je décide de lui mettre une charge verticale. Donc à ce moment-là, j'obtiens une augmentation de la déformation qui correspond finalement à ce que j'ai ici. J'applique une charge, j'obtiens une déformation, donc cette déformation, je la retrouve ici. Donc ça, c'est la déformation à l'instant T0 qui constitue la mise en charge, le temps initial étant lui le 0. Et donc ensuite, la courbe, si on n'avait pas de fluage, qu'est-ce qui se passerait? On devrait avoir, sur cette deuxième éprouvette, une courbe que j'ai mise en pointillé, qui est parallèle à la courbe de retrait. Donc j'ai du retrait, une déformation instantanée et le retrait qui continue. Or, je constate que je vais avoir une déformation plus grande, la courbe rouge. Donc ça veut dire qu'à un instant T donné, ici, si je regarde la déformation que j'ai sur mon éprouvette qui est soumise à la compression dans le temps, donc on laisse la charge constante dans le temps, j'obtiens une valeur qui est en fait la somme de trois éléments, le retrait, la déformation sous charge que j'ai ici et le fluage. Et donc le fluage, c'est effectivement cette partie-ci. Pourquoi le retrait est important? Parce que ce retrait, ça ne pose aucun problème sur cette éprouvette. Elle se raccourcit, elle mesure un petit 20 cm, 18 cm, mais à un moment donné, elle va mesurer 17 999, ce qui n'est pas très gênant. Par contre, cette éprouvette, si je la bloque, donc je l'empêche de se contracter, je la bloque, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir des contraintes de traction qui vont naître à l'intérieur. Donc c'est comme si je la laissais se contracter et puis je la tire pour lui redonner sa longueur initiale. Donc ça veut dire que j'applique un effort de traction, et si l'effort de traction est supérieur à la résistance à la traction du béton, cette éprouvette va se casser en deux. Donc le retrait empêché peut générer la rupture du béton. Le retrait libre n'est pas du tout gênant. Alors ce retrait empêché, on peut le voir assez facilement, soit en faisant un petit tour à vélo, soit en allant en voiture sur une autoroute sur laquelle il y a des barrières en béton qui longent l'autoroute. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous ces éléments en béton, linéaires longs en béton, coulés en général en continu, qu'est-ce qui se passe? Ils posent sur le sol, et donc, quand ils ont tendance à avoir du retrait, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont empêchés par le frottement entre le sol, ou la fondation, et l'élément en béton. Donc ce retrait
est empêché. Donc sur, mettons, 1 km de piste cyclable, le kilomètre il ne va pas pouvoir se contracter et se dilater librement, et se contracter notamment à cause de l'effet de retrait. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il va se fissurer. Et donc vous allez voir sur la piste cyclable ou sur la barrière qu'on appelle New Jersey, vous allez voir régulièrement des fissures. Les routes en béton continu, en fait vous allez dire mais pourquoi est-ce qu'elles ne se fissurent pas? Mais en fait elles sont micro-fissurées. Dans la route en béton continu, si on ne mettait rien du tout, que du béton, sans acier, on aurait des fissures partout. D'ailleurs, on voit très bien sur les vieilles routes en béton qu'on a des dalles qui sont fissurées parce qu'elles ne sont pas armées. Le béton armé continu consiste en fait à mettre une armature partout, à peu près à mi-hauteur de la dalle, et au lieu d'avoir des grandes fissures régulières dues au retrait, l'armature va maintenir le béton et donc créer de micro-fissures tout à fait invisibles à l'œil nu et tellement fines que l'eau ne peut même pas pénétrer à cause de sa tension superficielle. Donc voilà pour le retrait. Oui, dernier élément, vous allez dire sur une piste cyclable, moi je ne vois pas des fissures comme ça, mais si vous ne voyez pas de fissures, ça veut dire que le travail était très bien fait, mais vous allez voir des traits de scie. Ça veut dire après le durcissement, donc après un jour ou deux, quand le béton on peut passer sur le béton, il a fait sa prise, il est en plein durcissement, on va faire un trait de scie tous les X mètres, ce qui va affaiblir la section localement et créer la fissure dans le fond du trou de scie. Et donc au lieu d'avoir une fissure zigzagante sur la piste cyclable quand vous circulez, vous allez voir un trait de scie bien droit, mais la fissure est cachée dans le fond. Alors le fluage, lui, est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'aspect le plus classique de visualisation du fluage, ce sont les dalles en béton. Donc une dalle en béton coulée sur place, par exemple, ou simplement des ourdis avec une dalle. Donc quand vous la libérez de ses étançons, elle va se mettre en chaîne, donc elle va se mettre en flexion. Donc le fluage dont j'ai parlé tout à l'heure, je l'ai expliqué sur une éprouvette de compression, il se manifeste également en flexion. Et donc ce fluage, il va générer, donc au moment où je mets la dalle en charge, c'est-à-dire j'enlève les étançons, elle va se mettre en flexion, elle prend une petite flèche. Et cette flèche va augmenter en fonction du temps à cause du fluage. Et à un moment donné, il se peut que le fluage soit tellement important que la dalle ne soit plus utilisable et doit être démolie. Alors ce fluage est important parce qu'il peut multiplier la déformation initiale due à la mise en charge, c'est-à-dire au retrait des étançons. Il peut multiplier ces déformations naturelles ou ces déformations de charge par un facteur 2 ou 3 à long terme. Ce sont des phénomènes très lents qui se manifestent au fur et à mesure des années et c'est parfois après 10 ou 15 ans qu'on observe ce genre de fluage. Voilà, donc avec ça on a fait l'ensemble des considérations de manière assez rapide sur le béton. Donc on a parlé des caractéristiques mécaniques en compression et traction et des déformations essentiellement charge thermique et retrait fluage. Voilà, je vous remercie pour votre attention.